L'ADN nous le révèle. Lors de l'analyse du chromosome I, j'ai constaté l'absence de lien de parenté entre Richard Treux et ses descendants en lignée masculine encore vivants aujourd'hui. Un secret de famille est une force puissante. Il peut rester caché à la vue de tous pendant des générations jusqu'au jour où la vérité éclate et bouleverse tout. Pour la maison royale Plantagenet, ce secret est resté enfoui pendant 5 siècles sous un parking. Lorsque le squelette du roi Richard Treux fut découvert, on crut le mystère résolu. Richard Treux aurait été tué à la bataille de Bosworth au combat, puis ramené à Leicester et inhumé dans le cœur de l'église des Foires Grises. Mais la science moderne, grâce à l'analyse ADN, a révélé la vérité. Elle a mis au jour un scandale de légitimité et d'infidélité que les historiens n'avaient jamais imaginé. Une découverte bien plus troublante que la simple mise au jour des ossements d'un monarque disparu. À la recherche de Richard. Pendant plus de 5 siècles, le lieu de sépulture du roi Richard Treux est resté l'un des plus grands mystères non résolus d'Angleterre. L'histoire nous apprend qu'il périt à la bataille de Bosworth en 1404-25, dernier roi d'Angleterre à tomber au combat. Son corps fut transporté à Leicester, dépouillé de ses vêtements, puis inhumé dans une tombe simple de l'église des Frères Gris. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Au fil des siècles, l'église fut démolie, ses pierres emportées, et le terrain réaménagé jusqu'à ce que tout souvenir de son emplacement exact disparaisse. La tombe du roi fut perdue, engloutie par la ville en pleine expansion. Certaines légendes prétendaient même que ses ossements avaient été exhumés et jetés dans une rivière voisine. Autant dire que personne ne s'attendait vraiment à le retrouver un jour. Tout a basculé en août 2012. Une équipe d'archéologues guidée par des cartes historiques et une intuition a entrepris des fouilles dans un lieu des plus ingrats, le parking de la mairie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, leurs recherches ont révélé que cette triste étendue d'asphalte abritait l'église disparue de Greyfriars. Dès le premier jour des fouilles, ils ont mis au jour des ossements de jambes humaines. Ce fut un début stupéfiant, mais le plus choquant restait à venir. Le squelette officiellement désigné comme Skelettraum y fut découvert dans une tombe grossièrement creusée, trop basse pour le corps, contraignant la tête à une position inconfortable comme calée. Ce n'était pas l'inhumation d'un monarque vénéré, mais l'œuvre hâtive de ses ennemis. Tandis qu'ils enlevaient soigneusement la terre, une histoire commença à se dessiner à travers les ossements eux-mêmes. Le squelette appartenait à un homme d'une trentaine d'années. Richard avait 32 ans lorsqu'il mourut. La dépouille portait de nombreuses blessures, 10 au total. 8 d'entre elles concernaient le crâne, suggérant une agression brutale après la perte ou le retrait de son casque. 2 de ces blessures à la tête étaient profondes et auraient été mortelles. L'une était un traumatisme crânien violent, à la base du crâne probablement causé par une épée. Une autre était une perforation horrible, infligée par une hallebarde, une arme de haste qui lui avait transpercé le sommet du crâne. Il ne s'agissait pas simplement d'un homme mort au combat, mais d'un roi encerclé et achevé dans une frénésie meurtrière. Mais la véritable révélation, le détail qui a fait battre le cœur des archéologues à tout rompre, fut la colonne vertébrale. Le squelette présentait une courbure prononcée et prononçait une scoliose. Pendant des siècles, Richard Treux avait été célèbrement dépeint par les propagandistes Tudor, notamment Shakespeare, comme un bossu monstrueux. L'examen osseux a prouvé qu'il s'agissait d'une exagération, mais que cela était dû à une véritable pathologie. La courbure était si prononcée que son épaule droite était nettement plus haute que la gauche. Ce seul détail anatomique correspondait parfaitement aux descriptions historiques. L'analyse isotopique des dents et des os
révéla plus tard un régime alimentaire riche en fruits de mer et en vin, un type de mets coûteux que seule une personne de haut rang pouvait s'offrir au 15e siècle. Tout convergeait vers une conclusion incroyable, ils l'avaient retrouvé. Cependant, il ne s'agissait que de preuves indirectes. Pour en être absolument certain, il leur fallait une preuve plus convaincante, quelque chose d'irréfutable. Il leur fallait déchiffrer l'histoire inscrite dans son code génétique. Les recherches concernant l'ADN du roi étaient en cours, mais un scandale bien plus important était sur le point d'éclater. Le code d'un roi. Avec le squelette d'un roi potentiel gisant dans leur laboratoire, les scientifiques étaient confrontés à un défi de taille. Extraire de l'ADN exploitable d'ossements enfouis depuis plus de 500 ans est extrêmement difficile. L'ADN ancien se dégrade, se fragmentant en minuscules particules, et il est facilement contaminé par l'ADN de toute personne le manipulant. L'équipe a dû travailler dans des conditions stériles en salle blanche portant un équipement de protection complet afin d'éviter tout dépôt de cellules cutanées sur les précieux échantillons. Ils ont foré une dent du roi et un os dense de sa jambe, le fémur, car ce sont les meilleurs endroits pour trouver du matériel génétique préservé. L'objectif était de trouver un parent vivant et de vérifier si l'ADN correspondait. En effet, si la majeure partie de notre ADN est brassée à chaque génération, il existe un type particulier appelé ADN mitochondrial ou ADNMT. Ce que l'on ignore souvent, c'est que l'ADN mitochondrial se transmet uniquement de la mère à ses enfants, restant quasiment identique de génération en génération. C'est comme une signature familiale parfaite transmise par la lignée maternelle. Richard Trott n'a pas eu d'enfant survivant, contrairement à sa sœur aînée Anne de York. Des généalogistes ont travaillé pendant des années à retracer la lignée maternelle d'Anne jusqu'à nos jours. Ils ont trouvé 2 descendants vivants, Michael Ibsen, un ébéniste d'origine canadienne installé à Londres, et Wendy Doldig, une cousine éloignée. Tous 2 ont fourni des échantillons d'ADN. Lorsque les résultats des analyses sont arrivés, l'équipe a eu sa réponse. L'ADN mitochondrial du squelette vieux de 500 ans correspondait parfaitement à celui de Michael Ibsen. Le type précis d'ADN mitochondrial qu'il partageait est en réalité assez rare, présent seulement chez une infime fraction de la population. Tout indiquait clairement que le squelette était celui de Richard Treuil. Les preuves archéologiques, les blessures, la scoliose, et maintenant la preuve génétique, c'était une évidence. Le mystère était résolu. Le monde entier a célébré cette découverte. Mais les scientifiques n'en avaient pas fini. Ils devaient réaliser un autre test, et celui-ci allait tout bouleverser. Ils décidèrent d'étudier le chromosome I, le fragment d'ADN transmis exclusivement de père en fils. En théorie, le chromosome X-act de Richard Treuil devrait correspondre à celui des autres hommes, descendants de ses ancêtres en ligne masculine. L'équipe retrouva des parents en ligne masculine d'Henry Somerset V et duc de Beaufort, descendants connus du roi Édouard III, arrière-arrière-grand-père de Richard. Si les chromosomes I avaient correspondu, cela aurait constitué la dernière pièce du puzzle. Les échantillons ont été testés, les données analysées, et les résultats ont été une discordance totale. Ils ne correspondaient absolument pas, loin de là. La lignée paternelle du roi était interrompue. Quelque part parmi les 19 générations séparant Richard Treuil de ses descendants actuels, le père de l'un d'eux n'était pas celui que les livres d'histoire décrivent. Il ne s'agissait pas simplement d'une anomalie génétique. C'était la preuve d'un scandale royal caché. Le secret illégitime de King, les résultats concernant le chromosome XY ont provoqué une onde de choc dans la communauté historique. Il ne s'agissait pas d'une simple incompatibilité, mais d'une impossibilité génétique. L'ADN révélait une fausse paternité, un terme scientifique poli
pour désigner une infidélité au sein de la famille royale. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que ce n'était pas simplement une rumeur de palais venue d'outre-tombe. Les implications étaient considérables. Toute la prétention des rois plantagenets au trône reposait sur une lignée de succession ininterrompue de père en fils. Cette analyse ADN a prouvé que leur lignée fondement même de leur pouvoir n'était pas pure. Le plus choquant, c'est que cette découverte a révélé qu'à un moment donné, une noble avait eu un enfant avec un autre homme que son époux et que cet enfant avait été élevé comme un héritier légitime. Alors, où la faute a-t-elle été commise? Voilà la question à plusieurs millions de dollars. Les scientifiques n'ont pas pu déterminer la génération exacte. Plusieurs hypothèses explosives sont envisagées. L'une d'elles suggère que l'infidélité aurait eu lieu au sein même de la lignée de Richard III. Des rumeurs circulaient déjà de son vivant, selon lesquelles son père Richard, duc d'York, n'était pas le fils biologique de son propre père. Si cela s'avérait vrai, Richard III lui-même n'aurait eu aucun droit de sang légitime au trône pour lequel il a combattu et péri. Dès lors la guerre des Deux Roses, un conflit brutal de 30 ans pour la légitimité, n'aurait été qu'une lutte fondée sur un mensonge génétique. Une autre possibilité est que la rupture se soit produite dans la lignée des descendants actuels, les Somerset. Cela signifierait que la lignée de Richard III était légitime. Mais cela prouve néanmoins que l'idée d'une lignée royale sans tache relève pour le moins du fantasme. Nombreux sont ceux qui se passionnent pour la généalogie, mais en réalité, ce genre d'événement est plus fréquent qu'on ne le croit. Les études génétiques modernes estiment que la fausse paternité survient dans environ 1 à 2 % des naissances par génération. Sur 500 ans et 19 générations, la probabilité qu'au moins un tel événement se produise devient très élevée. Or, il s'agit de la famille royale, où la légitimité est primordiale. Cette découverte ajoute une délicieuse ironie à l'histoire de Richard. Sa propre prétention au trône reposait sur la déclaration d'illégitimité de ses neveux, les célèbres princés de la Tour. Il affirmait que leur père, son frère, le roi Édouard IV, était lui-même illégitime. Il s'est emparé du pouvoir en se fondant sur le principe de la pureté du sang. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, son propre ADN révèle que ce concept était fondamentalement erroné. Cette révélation nous oblige à nous poser une question profondément troublante. Combien d'autres familles royales anciennes et modernes dissimulent des secrets similaires dans leurs gènes? La science a mis au jour le scandale, mais elle a aussi permis de brosser un nouveau portrait de cet homme, bien plus qu'un simple personnage malfaisant. Alors que le scandale de l'ADN faisait les gros titres d'autres analyses scientifiques, transformait discrètement notre compréhension de Richard III l'homme. Pendant des siècles, notre image de lui a été façonnée presque entièrement par ses ennemis les Tudors et immortalisée par Shakespeare comme un personnage physiquement difforme et moralement corrompu. Mais la science nous a permis de le découvrir tel qu'il était affranchi de toute propagande. À partir d'un scanner du crâne des experts médico-légaux, ont réalisé une reconstruction faciale. Ils ont minutieusement superposé muscles, graisse et peau sur un modèle 3D du crâne. Le visage ainsi obtenu était saisissant. Il était plus jeune, moins sévère et plus beau que ne le laissèrent présager tous ses portraits célèbres. On y voyait un homme à la silhouette fine au menton proéminent et à l'air pensif. Ensuite, ils ont intégré les données génétiques. L'analyse ADN a prédit avec une probabilité de 96 % qu'il avait les yeux bleus et avec une probabilité de 77 % qu'il avait les cheveux blonds dans son enfance, probablement devenus châtain clair à l'âge adulte. Cela contredisait directement les portraits Tudor postérieurs qui le représentaient, avec des cheveux noirs et un regard menaçant sans doute peint ainsi pour le rendre plus sinistre. La science nous a révélé un visage plus humain et moins monstrueux.
L'analyse de ces os a définitivement mis fin au mythe de la bosse. Bien que sa scoliose fût sévère, elle n'aurait pas engendré de bosse visible dans son dos. En revanche, elle aurait raccourci son torse et fait que son épaule droite était plus haute que la gauche. Il aurait été un peu plus petit, peut-être, autour d'1,73 mètres, ce qui était la moyenne de l'époque, mais paraissait plus petit en raison de sa scoliose. Point essentiel, cette condition n'aurait pas affecté la force de ses bras ni de ses jambes. Il était parfaitement capable de porter une armure lourde de plus de 23 kilos et de combattre sur un champ de bataille. Et tout porte à croire qu'il fut un guerrier redoutable jusqu'à la fin. La vérité de ses derniers instants est inscrite dans ses blessures. Le squelette raconte une histoire brutale et implacable qui tranche avec des siècles de légende. Il n'a pas été abattu par derrière en fuyant lâchement. Le fait est que les blessures catastrophiques à sa tête prouvent qu'il faisait face à ses assaillants, probablement désarçonnés, son casque perdu dans la confusion et complètement encerclé. Sur les 11 blessures qu'il a subies lors de son ultime combat neuf, concernaient uniquement son crâne. Les scientifiques pensent que les coups fatals ont été portés avec une violence extrême, témoignant de la fureur personnelle de ses ennemis. Une blessure massive, probablement infligée par une hallebarde, lui arracha un morceau de crâne et pénétra dans son cerveau. Un autre coup d'épée lui traversa le crâne de part en part. Mais ce que beaucoup ont oublié, c'est que l'humiliation se poursuivit même après sa mort. Il présentait une petite coupure à une côte et une profonde plaie par arme blanche au bassin des blessures, presque certainement infligées après sa mort. Ce détail illustre la haine féroce de ses ennemis. Tandis que son corps nu était hissé sur un cheval et exhibé dans les rues de Leicester comme un trophée, il continuait de le déshonorer. C'était pour le dire simplement un message de victoire totale. Mais, ironie du sort, la science moderne lui a rendu sa dignité. Elle a confirmé qu'il était un roi guerrier qui, malgré ses défauts, était mort au combat, face à un ennemi supérieur en nombre, un fait que ses ennemis s'étaient efforcés d'effacer. Alors, une lignée brisée signifie-t-elle qu'un roi n'a jamais été roi? Partagez votre avis ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres mystères historiques.